Georges Fenech. Une réflexion plus qu'une question, c'est possible. Moi, je voudrais en revenir quand même à une règle fondamentale. D'abord, souhaiter, et je le dis avec beaucoup de sérénité et sans agressivité, que côté dans cette commission des lois de la majorité, je pense à l'intervention de notre collègue de Denaja à l'instant, on cesse un peu de donner des leçons de morale. C'est assez agaçant d'avoir le sentiment que vous êtes toujours les seuls et uniques détenteurs de la morale dans ce pays. Quand vous employez des termes aussi forts que la basse politique de la Haute Assemblée, j'avoue que je suis un petit peu choqué. On peut avoir des opinions divergentes, les vôtres sont respectables. Je pense que de ce côté-là aussi, des membres de la commission des lois dans l'opposition, on doit aussi être écoutés et respectés sans avoir toujours ce sentiment d'être suspecté, de protéger je ne sais quel intérêt. Moi, je voudrais en revenir aux fondamentaux. Le procureur de la République, comme son nom l'indique, il est le procureur de la République. Et je n'apprendrai à personne que la République, elle est une et indivisible. Comment allez-vous assurer l'égalité des citoyens, des justiciables, face à des procureurs qui n'auront plus de compte à rendre qu'à eux-mêmes, à leur propre lecture de la loi, à leur propre conscience, à leur propre appréciation de l'opportunité de poursuivre ou de classer? Je dirais que nous passerions d'un régime de procureurs de la République à des espèces de roitelets de la République qui décideront, chacun dans leur ressort judiciaire, de la politique pénale qu'ils voudront bien mener. Même si j'entends bien qu'il y aura des circulaires générales qui n'ont aucune effectivité juridique sur l'action publique. Or, la Constitution, dans son article 20, nous rappelle que c'est le gouvernement qui dirige l'action, la politique du pays, parmi laquelle la politique pénale est un élément essentiel de la politique gouvernementale. Quelle est la légitimité du procureur de la République pour décider de sa propre politique pénale? Est-ce qu'il a une légitimité personnelle? D'où la tient-il? La seule légitimité que je connais, c'est celle qui est issue du suffrage universel. Le garde des Sceaux est responsable devant le pays de la politique pénale. Il doit pouvoir, par des instructions individuelles, écrites, transparentes, versées au dossier, c'était la grande réforme votée sous le ministère de Pierre Méneury, de façon à harmoniser l'action publique sur le territoire national. Vous pensez toujours à la suspicion. Vous avez toujours, dans toutes les lois que nous sommes en train de voter en ce moment, la règle du non-cumul, etc., toujours vous jetez la suspicion sur les pouvoirs et les institutions. En quoi un garde des Sceaux, lorsqu'il exprime le point de vue du gouvernement et de la nation, est-il suspect de quoi que ce soit, dans la mesure où c'est transparent? D'ailleurs, je fais une parenthèse pour dire que vous supprimez les instructions individuelles écrites, mais vous ne supprimerez pas pour autant les appels téléphoniques ou les rencontres dans les couloirs de la chancellerie ou dans les parquets généraux. Je veux dire, vous n'arriverez jamais à retirer totalement la suspicion d'une intervention ou d'une recommandation, surtout que l'on sait très bien que le garde des Sceaux a toujours le pouvoir de proposition de nomination des parquets, que je sache, même si nous aurons un avis conforme, il y a toujours le pouvoir de proposition qui est celui du garde des Sceaux, qui est en réalité le chef ultime du parquet. Notre système actuel prévoit quoi? L'article 36 du Code de procédure pénale, que le garde des Sceaux peut donner des instructions de poursuite, mais en aucun cas de classement. Et je crois qu'il n'y a pas de raison de laisser, par exemple, un procureur de la République confronté, non pas à une infraction de droit commun qui ne pose pas de problème. C'est vrai, vous avez raison, monsieur le rapporteur, de rappeler que les instructions individuelles sont rarissimes, finalement. Elles se comptent sur les doigts de la main, sans doute. Mais il faut garder quand même cette possibilité pour le garde des Sceaux, par exemple, d'indiquer au procureur général et au procureur de la République la solution qui lui paraît la plus opportune dans un conflit syndical qui dépasse largement un problème purement local auquel est confronté le procureur de la République qui se retrouve face à une situation certes infractionnelle mais également de troubles à l'ordre public et à l'ordre syndical d'une manière plus générale. Il y a des situations où le garde des Sceaux doit pouvoir intervenir. C'est pourquoi, si je dois résumer mon intervention et vous poser une question, c'est comment allez-vous, en supprimant les instructions individuelles du garde des Sceaux, assurer l'égalité des justiciables sur l'ensemble du territoire national?